Bienvenue les amis, est-il trop tard pour faire un bilan de cette année 2021 qui vient de se conclure? Bien évidemment que non, en tout cas pas sur cette chaîne. On va parler à travers cette émission de tout un tas de choses, de tout ce qui s'est un peu passé en cette année 2021, côté bande dessinée, côté cinéma, côté musique. Ça sera l'occasion pour moi de parler de tout un tas de sujets de façon un peu transversale, de pouvoir évoquer avec vous tout ce dont j'avais envie de parler cette année. Donc c'est une petite émission, je sais pas encore combien de temps elle va durer, je sais pas si je vais la couper en 2, en 3, on va voir. On va laisser aller la parole, on va être en mode podcast, vous pouvez regarder cette émission tranquillement, elle est à destination de vous, les abonnés, ceux qui aiment le ton de la chaîne, vous pouvez prendre un café, perso pour moi, jus d'orange, et vous pouvez donc écouter ça d'une oreille distraite, gratouiller votre guitare. Pendant ce temps, on est parti pour un petit moment ensemble. Alors, cette année 2021, tout d'abord, côté Cinoche, qu'est-ce qui s'est passé? Réouverture des salles, retour dans les salles obscures, pour notre plus grand plaisir, et puis surtout pour le plus grand plaisir des distributeurs qui avaient quand même tout un tas de films sur les étagères, qui dormaient tranquillement sur leurs deux oreilles, des films dont on nous vantait les mérites depuis Belle Lurette, des James Bond, des Dunes, des films qu'on attendait comme le Messie, et qu'on a finalement livré à nos yeux ébahis. Alors, un petit mea culpa, en début d'émission, je n'ai pas tout vu, j'ai loupé tout un tas de films cette année. La faute à une certaine forme, j'avoue sincèrement, de lassitude. Ça commence un peu à me fatiguer, en fait, d'attendre des films en permanence. On vend les films de plus en plus tôt, on nous balance des images, des teasers, des trailers, en permanence, pour des films qui finalement débarquent 2 ans plus tard. Ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est qu'on vous vend des images chocs, on vous vend tout un film, on fantasme le film de plus en plus longtemps à l'avance, et puis finalement le film arrive, on va le voir en salle. Et personnellement, dernièrement, je me suis retrouvé plusieurs fois à aller voir ces films et à les oublier genre 2 heures plus tard. Il y a tout un tas de films comme ça, que j'ai digérés dans la foulée, sans même me rappeler si je les avais vus. Alors, au final, je me dis maintenant, à quoi bon aller au Cinoche pour voir tous ces films, si je sais déjà à quoi m'attendre. J'ai vu quand même pas mal de péloches, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu ressucé et compagnie. Alors vous dites peut-être, ouais, il parle comme un vieux con, mais sincèrement, dernièrement, j'étais un peu désarçonné par tout un tas de propositions qui remplissaient pas le contrat, que je voyais, que je digérais immédiatement, et que j'oubliais 2 minutes plus tard. Alors, ça n'a pas empêché quand même mon plaisir de cinéphile, j'ai été voir pas mal de films dans les salles, mais j'ai loupé quand même pas mal de choses. Du coup, il y a des trucs qui sont passés à travers les mailles du filet, notamment, par exemple, Don't Look Up, dont tout le monde parle dernièrement, que je n'ai toujours pas vu. Alors je sais, c'est pas de la salle, on va en parler, c'est du Netflix, mais enfin c'est un gros blockbuster avec DiCaprio. J'attendais pas ça d'Adam McKay, j'attendais pas qu'un film d'Adam McKay fasse comme ça les gorges chaudes un petit peu partout, surtout qu'il est plus habitué en principe à faire des films avec Will Ferrell, des petites comédies, des bonnes comédies, hein, quand même des comédies un peu poil à gratter. Le mec il vient de Saturday Night Live, donc il connaît son métier, c'est un peu de la stand-up comédie à l'américaine, donc ces films qu'il a fait avec Will Ferrell sont vraiment bons. Souvent ça égratigne un petit peu la société américaine. Là apparemment dans Don't Look Up il y va à fond, et le film est extrêmement bien reçu, et je vais le voir très bientôt. Promis, qu'est-ce que j'ai pas vu d'autre? Le Dernier Duel. Là vous pouvez me jeter des canettes, des tomates pourries, oui je sais, je n'ai pas vu Le Dernier Duel de Ridley Scott, pourtant je l'attendais, ce film je l'attendais. Finalement il est sorti, j'ai loupé le créneau, et puis ben, je le rattraperai en 4K, tranquille chez moi, dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que j'ai pas vu d'autre? J'ai pas vu Scream 5, voilà, j'avoue que j'étais un peu refroidi par l'absence de Wes Craven, c'est un peu son bébé, la série Scream. Savoir qu'il y a quelqu'un d'autre aux commandes, ça m'a pas trop chauffé, pourtant le film, je peux pas dire qu'il y ait des retours extraordinaires, il y a pas non plus de mauvais retours, je sais pas trop à quoi m'attendre. Alors pareil, je le découvrirai tranquille dans mon canapé, et je n'ai surtout pas vu un film qui me chauffait à blanc, Power of the Dog, de Jeanne Campion. Alors Jeanne Campion, j'aime beaucoup, d'ordinaire c'est pas trop mon cinoche, et pourtant elle a un vrai univers, je rentre à chaque fois dedans, je trouve que c'est un univers un peu poisseux, il y a toujours une certaine tension sexuelle, il y a toujours des personnages très bien campés, et cette sorte de western avec Benedict Cumberbatch, ça avait tout pour me chauffer, d'autant que c'était offert sur un plateau, tranquillement, chez soi, sur un service de streaming, donc pourquoi je l'ai toujours pas vu? J'en sais pas plus que vous, en ce moment je me fais plutôt des rétros de vieux classiques, des films muets, des bébelles, des choses comme ça, donc je l'ai toujours pas vu, je vais me rattraper prochainement. Mais ce que je trouve intéressant avec Power of the Dog, qui apparemment est un film extraordinaire, hein, j'ai une amie qui est une très grande fan de Jeanne Campion, qui a eu la chance de le découvrir en avant-première dans une salle parisienne, qui a pu voir la réalisatrice de près. C'est sans doute l'un de ses rêves, je suis content qu'elle l'ait réalisé, apparemment le film est extraordinaire, j'ai aucun mal à le croire. Mais ce qui est intéressant avec Power of the Dog, c'est qu'on commence à rentrer tout doucement dans cette ère où les services de streaming commencent à produire des films de qualité, des vrais films, en confiant les clés à des réalisateurs, réalisatrices de qualité, en leur confiant les clés de la maison, vas-y, fais un peu ce que tu veux, parce qu'on sent qu'arrivent des projets un petit peu plus personnels. Jusqu'à présent, j'avais un peu craché sur Netflix, Amazon Prime, tout ça, je trouvais franchement que ce qui était produit sur les services de streaming, c'était pas bien brillant, on n'avait pas l'impression d'avoir le cinéma à la maison, comme on nous l'avait promis.
On vendangeait plutôt sur des terres putassières, on cherchait à vous vendre du produit, du contenu, du temps de diffusion, avec par exemple des Chris Hemsworth, des gens comme ça, des gens qui sortent de chez Marvel, qu'on colle dans des films d'action, mais derrière il y avait quand même pas grand chose, faut pas se mentir. Un Tyler Rake, c'est un bon film, j'aime bien, c'est sympa, ça bouge bien, mais c'est pas différent d'un Scott Adkins par exemple. J'aime beaucoup les films de Scott Adkins, je les trouve beaucoup plus sympas à mon sens. Mais là on commence à voir arriver des films comme on n'avait pas trop vu jusqu'à présent. Je trouve que sur les services de streaming, à part peut-être Roma, je crois que ça date déjà de quasiment 2018, de Quaron, ou même Le Bon Apôtre, ça j'avais adoré Le Bon Apôtre, de Gareth Evans, je trouvais que c'était un film ambitieux, sous des apparats de petites péloches d'horreur, c'était comme un film d'époque, en costume, très bien fait, il y avait quasiment une dimension métaphysique dans le film, j'avais adoré, mais à part quelques films comme ça, Roma de Quaron, c'est pas trop mon cinoche non plus, mais je le reconnaissais d'énormes qualités visuelles, bah on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, et là, de plus en plus, on voit arriver du grand cinéma sur le petit écran. Si on vous avait dit il y a 5 ans que le dernier DiCaprio sortirait directement à la télé, vous n'y auriez certainement pas cru, et moi non plus. Franchement, le dernier DiCaprio, c'est quand même un blockbuster. C'est un film, s'il était sorti en salle, il aurait rempli les salles, forcément, au moins pendant 1-2 semaines, puis il aurait fait parler, comme il a fait parler, et puis il aurait rempli à nouveau les salles, et ça aurait été un vrai succès. Aujourd'hui, des films comme ça, ben, c'est à la maison, chez soi, dans son canapé, dans des bonnes conditions de visionnage, sans un mec qui vient bouffer son popcorn dans votre oreille, et c'est une situation qui vient finalement de loin, c'est pas juste l'ère Covid qui nous a obligés à rester chez nous, et qui a obligé les services de streaming à passer la 4e, non, en fait, c'est lentement une nouvelle façon de consommer de l'image qui est en train de s'installer, on cesse d'aller un peu dans les salles, on déserte un peu plus les salles. Franchement, depuis que ça a rouvert, j'ai pas eu l'impression de me faire des séances blindées, comme je m'étais fait pour les Avengers, Infinity War, les Captain America, des choses comme ça, où on patientait une demi-heure devant la salle, qu'on rentrait dans une salle blindée à la gueule. Franchement, même pour Dune ou James Bond, dont on va parler là, j'ai pas eu ce sentiment-là. Je pense qu'on est en train de retrouver... on est en train de perdre un petit peu, doucement mais sûrement, le goût de la salle, et pour contrer ça, il va falloir que les salles de cinéma fassent des efforts, autant dans la forme que dans le fond, c'est-à-dire qu'il va falloir que dans la forme, elles aient quand même des salles à la hauteur, des conditions de projection vraiment différentes, et de qualité, d'une qualité supérieure à ce qu'on peut avoir chez soi, quand même posé devant son écran 4K avec des bonnes enceintes, et il va falloir aussi, quelque part, à un moment, proposer aux spectateurs des expériences inédites, des expériences qui le motivent, autres que des ressucées permanentes des mêmes classiques du cinéma. Voilà, en dehors de cette petite appréciation personnelle sur la situation des salles en ce moment en France. Qu'est-ce que j'ai vu cette année? Ben, vous le savez, j'ai vu le dernier James Bond, que j'ai pour le coup adoré, alors ça m'a permis de faire des critiques à chaud. Pour la première fois cette année, je vous ai fait des critiques à chaud, c'est pas un format qui a ma préférence, vous le savez, je vous l'ai dit. Maintenant, ça a quand même de l'intérêt, alors ça a de l'intérêt pour vous, visiblement, puisque vous voulez plébisciter, vous aimez bien ce format. Moi, j'y trouve quand même l'intérêt de vous présenter une émotion à chaud, c'est-à-dire que je sors de la salle, je tourne ça, il n'y a pas trop de réflexion derrière, ça me permet de vous parler d'un film que j'ai vu, et que j'ai apprécié, des films que forcément je ne vais pas complètement réévaluer, ça je le sais déjà, quand je sors d'une salle comme ça, je sais que ce ne sont pas des films dans 10 ans, je vais pas me dire ce sont des navets, si j'ai bien aimé sur le moment, je continue à bien les aimer généralement, ça c'est, je vous parle de films, je vous parle de mon sentiment brut, après il y a des petites choses que je peux revoir, notamment grâce à vos commentaires, éclairés et éclairants, on va y revenir, mais bon, ça me donne l'occasion de vous présenter des formats un peu différents, moins écrits, moins préparés, je balance ce que j'ai à dire sur le film, et visiblement, bah, ça vous convient. Qu'est-ce qu'on a vu cette année? On a vu le dernier James Bond, donc sortie de route, fin de cycle pour Daniel Craig. J'ai adoré ce James Bond, vous le savez, hein. Et franchement, je n'en attendais pas tant, il avait été suffisamment repoussé, je me suis dit, bon, voilà, le dernier James Bond, je savais de toute façon que ce serait le dernier Daniel Craig, il avait fait jouer la planche à billets, voilà, son dernier film en tant que James Bond. Ça forme du coup un cycle complet, et ce film, pour moi, il est à la hauteur au moins de Casino Royale. Alors, l'avantage d'ailleurs de ce dernier film, c'est que ça m'a permis de réévaluer toute cette saga, parce qu'il s'agit vraiment d'une saga, la saga Daniel Craig. Et quand je dis réévaluer, d'ailleurs, c'est complètement faux, parce que, chose étonnante, je ne l'ai pas réévalué du tout. En fait, je suis resté à peu près sur le sentiment que j'avais à la première vision de ces films. Casino Royale, par exemple, j'ai dû le voir 6-7 fois, hein, les autres, je les ai vus plusieurs fois aussi. Mais sincèrement, je suis resté sur l'avis que j'avais à peu près sur cette pentalogie, je crois qu'on dit, de films, qui commençait pour moi de façon extraordinaire avec Casino Royale. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que Casino Royale a été réalisé par Michael Apted, le réalisateur aussi de GoldenEye, qui commençait la série des Pierce Brosnan, qui est pour moi aussi un James Bond absolument extraordinaire. Michael, si t'es libre,
pour le prochain James Bond, tu peux signer. Maintenant, le seul film de la saga que j'ai vraiment réévalué en quelque sorte, c'est Quantum of Solace. Quantum of Solace, jusqu'à présent, pour moi, c'était un petit film, sans ambition, une petite série B d'action. Je l'ai totalement réévalué en le collant à Casino Royale. En fait, si on ne déconnecte pas de Casino Royale, on se trouve face à un bon film, une bonne péloche d'action, justement très rythmée, très nerveuse, avec des scènes complètement dingues, des bons personnages. Olga Kurylenko est vraiment bien dedans, donc en fait, j'adore Casino Royale, j'aime beaucoup Quantum of Solace, il est vraiment bon, et j'ai forcément toujours des réserves avec les Sam Mendes. Sam Mendes, c'est un auteur hollywoodien, académique, dans le premier sens du terme, il a fait beaucoup de grands films, c'est un peu un réalisateur à Oscar, à récompense. En le voyant arriver sur James Bond, je m'étais dit, bon, au niveau des scènes d'action, machin, mais la dramaturgie va être là, et c'est un peu le contraire, en fait. C'est comme souvent avec ces réalisateurs, ils étonnent par les scènes d'action, par leur maîtrise des scènes d'action, ils emballent des scènes d'action complètement dingues. La fête des morts, c'est complètement fou, l'avion sur le flanc de la montagne, là, je trouve ça complètement dingue, il y a des très très belles séquences d'action. Par contre, au niveau des personnages, et notamment des méchants, je reste un peu sur ma faim. Skyfall, c'est très bien, Javier Bardem, j'aime beaucoup, mais il y a quand même un côté... Franchement, Javier Bardem, il est en même temps très inquiétant, très, très dangereux, il a des moments très forts, et puis en même temps, ce moment où il flingue sa girlfriend dans cette ville abandonnée, la séquence a ni queue ni tête, il est un peu pantin grimaçant, tout comme Christopher Waltz, parce que Christopher Waltz dans Spectre, il emporte la palme. Au début, il est tout en dangerosité, il est silencieux, on l'entend à peine, là, je me suis dit, waouh, ce méchant qu'ils nous ont pondu, il est absolument dingue, et puis à la fin, il se transforme en dérivé d'Austin Powers, lorsqu'il attache James Bond à sa chaise. Je me suis dit, oh, bon, voilà, il est content de le torturer, comme dans tous les vieux classiques de films d'espionnage des années 60, c'est à la limite du ridicule, voire de la parodie pour le coup non assumée. Donc les Mendes, je reste sur mon idée que ça aurait pu être quand même bien mieux. Franchement, je trouve ça un peu dommage que sur 5 films, il y ait un peu des erreurs comme ça qui me gâchent un peu la fête. Mais heureusement, ça s'est magnifiquement terminé avec ce dernier film qui justement prend le meilleur de ce qu'il y a eu avant pour conclure la saga. Bref, un gros film que ce dernier James Bond, et je vais être très très content de pouvoir le savourer à nouveau en 4K. Je sais que ça restera pour moi un gros James Bond, et Daniel Craig d'ailleurs, mon meilleur James Bond, parce que moi c'est les films que j'adorais, je sais pas ce qu'il y aura par la suite, et franchement... je m'en fous un peu, qu'on reboot James Bond encore, ça sera sans doute de bons films d'action, Mission Impossible est passé par là, voilà. Mais en l'état, la saga James Bond sous les traits de Daniel Craig reste pour moi l'une des plus grandes itérations de la saga. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette année? On en a parlé aussi, Dune de Villeneuve. Que dire de Dune? Un très très grand film de science-fiction. Villeneuve est un très grand réalisateur, j'aime pas tout ce qu'il fait, ça vient de la part de quelqu'un qui n'aime pas tout son cinéma. Ennemi par exemple, ça flirte un peu trop avec l'intellectualisme pour moi. Mais Dune, c'est vraiment grandiose, c'est le film d'un fan. Alors c'est d'abord le film d'un vrai metteur en scène, qui a une vision, qui a un sens du cadre, qui sait ce qu'il veut voir à l'écran et ce qu'il ne veut pas voir. C'est marrant d'ailleurs qu'on laisse quand même aujourd'hui, dans les grands studios, certains créateurs d'univers, comme ça, certains artistes s'exprimer pleinement. Villeneuve, il a pu s'exprimer pleinement sur ce Dune, et franchement, ça se voit à l'écran. On voit aussi que c'est un fan des romans de Frank Herbert, et vous êtes des fans des romans de Frank Herbert, parce qu'alors là, pour le coup, le fil de commentaires sur l'émission sur Dune est absolument dingue, et je vous remercie pour ça, parce qu'à chaque fois, vous me faites voir le film un peu différemment, vous m'apportez des éclairages. D'ailleurs, un de mes amis m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait vraiment plaisir. Il m'a dit, mais on voit quand même, sous tes émissions, que les gens qui s'expriment connaissent leur sujet, et oui, effectivement, vous connaissez votre sujet, et quand je vois les critiques, les commentaires sous la vidéo de Dune, ils sont juste passionnants, et on voit à quel point, à travers vos commentaires, Villeneuve a respecté les romans originaux. Je trouve qu'il y a plein de clins d'œil aux romans que j'ai pas relus depuis un bon moment, mais je veux dire, il y a plein de petits trucs qui passent uniquement par l'image. Bref, c'est un film brillant, vraiment brillant, et j'ai hâte de voir la suite, les suites, parce qu'on nous promet d'abord une série télé, un second volet. J'espère qu'on adaptera tous les films de la saga. Il y a de quoi développer un univers de science-fiction complètement dingue, capable de rivaliser avec Star Wars pour le soap opéra, Dune avec la science-fiction à la papa, la science-fiction classique, sérieuse, et même si je suis pas le plus grand fan de Timothée Chalamet, toujours pas, je trouve que c'est un film absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette année? Ghostbusters, l'héritage. Alors là, pour le coup, j'en ai pas parlé sur cette chaîne, je trouve que Ghostbusters, l'héritage, a été une très bonne surprise, c'est un très très bon film, à qui je reprocherais juste peut-être un petit problème de rythme, mais enfin c'est un film sincère, généreux, je vous dis toujours ça, mais les films que j'apprécie, ce sont avant tout des films sincères, qui prennent pas le spectateur pour un idiot. Là, on est vraiment dans un hommage respectueux. On en attendait pas moins de Jason Reitman, par rapport à la filiation avec son père, qui a réalisé les premiers volets.
Personnellement, j'ai un attachement assez fort avec Ghostbusters premier du nom, moins avec le deuxième. Ghostbusters, le premier, pour moi, c'est un film qui réussit un exercice d'équilibriste qu'on voit pas souvent au cinéma, c'est-à-dire le mélange horreur, fantastique, terreur avec la comédie. Ça fonctionne rarement. Il y a vraiment quelques exemples de films qui fonctionnent là-dessus, dans des styles différents. Il y a Shaun of the Dead aussi, que je trouve qui fonctionne bien à ce niveau-là. Ghostbusters 2, déjà, virait fanfreluche, moi ça me plaît pas trop, la Statue de la Liberté qui s'anime dans les rues de New York, je trouvais ça un peu ridicule. Vigo était un personnage extraordinaire qui était absolument gâché dans cette suite. Bref, j'avais quand même quelques inquiétudes pour cette suite de Jason Reitman. Je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va oublier le film d'avant, hein, l'espèce de reboot sans intérêt qui n'était pas un mauvais film, loin de là, mais qui était fait pour des mauvaises raisons, et ça se sentait, et franchement, c'est pas un film que j'ai envie de défendre, c'est un film que je peux revoir, qui est très appréciable dans l'état, mais qui n'a rien à voir dans la saga Ghostbusters, et là, ce film, j'ai trouvé que c'était l'héritage, le terme français est bien trouvé, l'héritage direct et digne du premier Ghostbusters. Alors oui, on peut critiquer un léger manque d'originalité, on fait revenir Gozer, on joue vraiment sur l'affect, on joue avec le côté Emblem, tous ces gamins à vélo dans l'Amérique profonde, mais franchement je trouve que ça fonctionne, il y a des images qui restent, j'aime bien le duel final avec ce champ de maïs, là, la Shyamalan, et puis cette bicoque perdue. Il y a des séquences que je trouve excellentes, je trouve un peu dommage d'avoir réutilisé les thèmes d'Elmer Bernstein tels qu'ils ont été réutilisés, parce que je pense qu'ils avaient été collés au film original, ils étaient vraiment collés à l'image. Cette musique accompagnait ces personnages qui étaient un peu paumés, un peu débonnaires, et là on se retrouve vraiment avec une musique qui colle moins à ces gamins, qui sont plus dans l'air du temps, c'est des Jones. Mais bon, tous les défauts tout ce que je pourrais reprocher à ce film n'entrave pas mon bonheur à sa vision, je veux dire, je trouve ça excellent. Peut-être un petit problème de rythme, hein. Le premier était pour moi un modèle du genre, on avait vraiment une construction qui montait jusqu'à l'affrontement final. Là, on a des très bonnes scènes d'action qui viennent rehausser l'intérêt, mais il y a quand même aussi des séquences un peu d'exposition que je trouve pas lourdingues, mais qui viennent alourdir un peu le rythme du film. Voilà, léger défaut, mais là encore, bim, dans la collection. En termes, dans la collection, gros film sorti cette année, Matrix Résurrection. Alors là, c'était peut-être le film que j'attendais le plus cette année, Matrix Résurrection, avec une seule des sœurs Wachowski aux manettes, et peut-être, je dis bien, à la suite de discussion avec mon frangin, qui en arrive à cette conclusion, peut-être que c'est là la raison des défauts que je pourrais reprocher au film. Lana, c'est pas la meilleure en termes d'action, hein. On peut regarder ce qui a été fait dans la carrière des Wachowski, j'ai vaguement évoqué ça dans la critique à chaud consacrée à ce film, et mon grand regret dans ce dernier Matrix, ce sont les scènes d'action que je trouve vraiment répétitives, un peu bâclées, sans imagination, sans trop d'inventivité, je trouve ça vraiment dommage. Je vous parle d'un Matrix quand même, hein, et je vous dis que les scènes d'action dans ce Matrix sont pas dingues. Ouais, malheureusement, c'est pas dingue. Ceci dit, le film, j'avais très peur qu'on joue sur une mise en abîme très lourde, que le film soit vraiment pas à la hauteur des autres films, et c'est pas du tout le cas. C'est un vrai grand film de SF qui ouvre de nouvelles pistes, qui approfondit le propos de l'œuvre originale. Vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Franchement, plus j'y repense, et plus je me dis que c'était un bon film. Maintenant, vraiment dommage que ces scènes d'action, franchement, Neo à la fin, qui joue comme dans un jeu vidéo à pousser des voitures, j'ai pas trouvé ça dingue. La séquence de combat contre les sbires du mérovingien, pareil, j'ai pas trouvé ça dingue. Ça manque un peu d'engouement dans les scènes d'action, et je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, Matrix a quand même été une très très bonne surprise, franchement, j'ai apprécié, c'était le film que j'attendais le plus, et là, pour le coup, il m'a marqué suffisamment pour que je m'en souvienne. Il y a 2-3 images qui m'ont imprégné les rétines, tout comme Kaamelott, premier volet, on en a parlé sur cette chaîne, je continue à penser que Kaamelott est un très grand film d'aventure à la française, pour me faire en ce moment des rétrospectives de vieux classiques, des films d'aventure français. Je trouve que Kaamelott est en tout point respectueux de ce cinéma d'un autre temps. Je trouve que c'est un film assez brillant dans sa construction, simple, très simple, mais efficace, qui respecte tout autant la série originale qu'une nouvelle facette de cette histoire qu'on connaît. Je veux dire, on va enfin vers quelque chose, on va enfin vers la quête du Graal. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, j'ai beaucoup aimé Guenièvre, j'ai beaucoup aimé Lancelot aussi. Donc là encore, le film est disponible maintenant dans des sublimes éditions 4K, vous pouvez vous faire plaisir de le revoir. Franchement, moi lui, je l'ai déjà revu, et à chaque fois, j'ai eu ce même sentiment, vraiment, ce sentiment de gosse que j'avais quand je voyais les Willow, des films comme ça, les Lucasfilm et tout ça, ce sentiment de gosse de découvrir un film d'aventure qui rebondit en permanence, qui ne va pas forcément là où je pensais qu'il allait, donc j'étais très heureux, je dis qu'une chose, vivement la suite, même si je sais que le film a divisé et qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas forcément apprécié. J'espère sincèrement que vous finirez par l'apprécier autant que moi, que vous le reverrez avec un œil neuf,
en dehors des attentes, parce que ce sont des films qui jouent aussi sur l'attente, c'est ce que je vous parlais en début d'émission, franchement, on finit par attendre trop, on se fait le film dans notre tête, on le fantasme. En plus, Kaamelott, il y a eu quand même vraiment beaucoup de temps entre la série et cette série de films qui avait été annoncée il y a bien longtemps, donc il y avait de l'attente, on a capitalisé dessus, bah maintenant, forcément, il y a aussi une partie de déception. On peut pas satisfaire tout le monde, mais je pense qu'à la vision des suites, ce film gagnera ses lettres de noblesse. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre cette année? Alors, j'en ai parlé ça sur Facebook, j'ai pas fait de réaction à chaud ni rien. Le film ne méritait sans doute pas d'en parler longuement, et pourtant, franchement, je pourrais en parler longtemps de ce Candyman, que j'ai trouvé vraiment, très bon, vraiment excellent. Alors, là encore, l'œuvre originale m'a laissé froid, j'avais lu la nouvelle de Barker, on en avait tiré une adaptation, et l'adaptation de Bernard Rose m'a toujours... ennuyé profondément, je trouve ça assez chiant, je vais le dire comme ça. Candyman, c'est un décorum, c'est très très beau le décor, les banlieues, les ghettos, ça fonctionne bien, le personnage de Virginia Madsen est vraiment bien, mais le film tourne un peu en rond, on s'ennuie franchement poliment, le premier, sa suite, c'est pareil, je vous parle même pas de la troisième séquelle, mais j'ai jamais trouvé que cette histoire a été pleinement exploitée. Et quand j'ai été voir ce Candyman, je m'attendais vraiment à une variation, en ce moment un peu Black Power, la couleur, si vous me permettez, était annoncée dès la bande-annonce, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais voir? Et là, surprise, c'est peut-être un des premiers films où la lutte des classes, comme ça, le côté Black Power, le côté racisme ambiant, est très bien mis en avant, c'est vraiment intéressant, c'est puissant, j'ai trouvé ça très puissant, j'ai vraiment été accroché par le film, qui d'un côté ne renie pas son côté film d'horreur, c'est un vrai film d'horreur, avec une vraie ambiance, une vraie montée en puissance, une vraie conclusion horrifique, on ne renie pas l'aspect fantastique du film, et d'un autre côté, le discours social, je pourrais dire sous-jacent, mais il n'est pas sous-jacent, parce qu'il est asséné avec une finesse de tronçonneuse, et ça fonctionne bien, franchement ça fonctionne bien. Alors bien sûr, on dirait un peu Candyman réalisé par Spike Lee, c'est-à-dire que dedans tous les blancs sont lâches, traîtres, mauvais, méchants, c'est un film qui prête vraiment à interprétation, il y a différents niveaux de lecture, moi j'ai trouvé juste absolument fascinant, mais j'avoue que bon, le seul caucasien qui trouve grâce aux yeux de la réalisatrice, c'est quand même un personnage, si je me souviens bien, d'homosexuel, artiste. Franchement, on peut trouver ça un peu lourdingue, mais moi j'ai trouvé ça vraiment bien, je vais être content de le revoir, c'est un vrai bon film, et je serais content de voir une suite, parce que franchement, au moment où s'arrête le film, je me suis dit, ah voilà, a été racontée l'histoire de Candyman, on va vers autre chose, et en plus, c'est une vraie suite, hein. C'est pas un reboot, ni rien, c'est une vraie suite à l'original. Donc si vous avez aimé l'original, vous pourrez aimer celui-là, c'est vraiment, ça prend les personnages du premier, d'une manière totalement astucieuse, le scénario a été vraiment ciselé, c'est vraiment super intéressant. Bref, j'ai beaucoup aimé ce Candyman en salle, tout comme Free Guy.